Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans Question du soir consacrée aux violences scolaires. L'école est-elle capable de se réformer ? Difficile d'y avoir échappé aujourd'hui. 4 mois de travail, 40 auditions, plus de 135 personnes entendues et 3000 documents analysés. Le rapport de la commission d'enquête parlementaire sur les violences en milieu scolaire mises en place après l'affaire Betaram est dense. Il est précis, il met en évidence les nombreuses défaillances qui ont permis parfois pendant plus de 40 ans la perpétuation de crimes abjects sur des enfants par des adultes ayant autorité sur eux, en particulier dans les internats privés catholiques. Des violences physiques, des viols, des tortures également, le tout selon le rapport de manière arbitraire et systémique. Le constat est sans appel, donc l'école est malade de cette violence. Et le rapport rend hommage également aux nombreux témoignages, lanceuses, lanceurs d'alerte, collectifs de victimes qui luttent pour la reconnaissance de ces violences parfois depuis de nombreuses années. Mais alors, comment expliquer un tel tabou ? Où se situent les responsabilités ? Comment agir face à un millefeuille de dysfonctionnements parfois insidieux ou d'ordre culturel ? 50 propositions accompagnent ce rapport. Nous allons les décortiquer ce soir. Avec nous pour en parler, 4 invités donc. Elisabeth Lucet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historienne, chercheuse au CNRS et spécialiste de l'histoire des violences éducatives. Et vous avez co-dirigé avec Isabelle Poutrin le dictionnaire du fouet et de la fessée, corriger et punir. C'était aux presses universitaires de France. Merci d'être avec nous. À vos côtés se trouve Franck Burbage. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien professeur de philosophie, ancien inspecteur général, également membre de la Ciivise, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Vous êtes copilote du projet de programme EVARS, l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Vous nous raconterez peut-être de quoi il s'agit. Merci également d'être là ce soir. Enfin, dans le studio, les 2 rapporteurs de cette commission d'enquête sur les violences en milieu scolaire. Violette Spilbou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes députée Ensemble pour la République du Nord. Et Paul Vanier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député La France Insoumise du Val d'Oise. Alors, juste une petite question pour vous deux avant de commencer cette émission. C'est vous qui avez souhaité venir ensemble nous parler de ce rapport. Pour quelle raison ? Parce que nous avons travaillé pendant 4 mois en avançant toujours dans la même direction, dans un climat de confiance, avec des différences, et parce que nous portons 50 recommandations communes. Ce sont les nôtres. Ce sont les nôtres et nous souhaitons qu'elles soient suivies d'un travail à l'Assemblée nationale, d'une proposition de loi qui devra être transpartisane et donc venir à 2, majorité-opposition. C'est le témoignage que nous sommes capables de travailler ensemble comme nous le faisons depuis 4 mois en confiance. Nous allons essayer de discuter de tout cela et de ces différences, mais aussi de ces points d'accord ce soir. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 19h. Ce sont des agressions physiques, des sévices de toute nature, des humiliations et des attouchements et des viols sur des enfants âgés de 8 à 13 ans, perpétrés par 26 adultes, des prêtres, y compris directeurs et des surveillants laïcs. C'est aussi des élèves qui se sont livrés à des agressions sexuelles très graves, parfois en bande organisée. Je pense en ce moment à tous ces coups, à ces 21 gifles données à un élève de 15 ans, juste pour avoir sorti un livre non autorisé par un surveillant qui aujourd'hui est tranquillement adjoint au maire d'une petite commune béarnaise. À ces humiliations répétées du perron où nous attendions, terreur au ventre et nez contre le mur, le tabassage en règle à venir. À ces camarades qui se retenaient d'aller aux toilettes et préférant uriner dans leur lit plutôt que de solliciter le surveillant pour s'y rendre, à ces mises à l'air dans le bureau du surveillant général qui jouissait de cette scène, et à toutes ces agressions sexuelles, et notamment celle du petit Anthony, 9 ans, violé par un prêtre, ou celle de Jean-Charles, masturbé à 12 ans par 2 prêtres directeurs. Voilà, des mots douloureux, difficiles à entendre. Certains auront reconnu la voix d'Alain Esquer, le porte-parole du collectif des victimes de l'affaire Betaram,
qui raconte certains des sévices subis dans l'établissement. Je me permets pour commencer de lire également un passage de l'introduction de ce rapport signé par la présidente de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation, qui est également présidente de la commission d'enquête, la députée Fathia Kelwa Hachi. Cette commission d'enquête, écrit-elle, fut un travail de fond sur l'impensable. Des enfants partout en France livrés à des monstruosités. Des violences sexuelles derrière les murs trop épais d'une salle de classe dans le silence de la nuit, dans des internats. Des violences physiques aussi, parfois d'une violence inouïe, d'un sadisme absolu, des humiliations à répétition pour montrer l'exemple, celui d'une toute-puissance des adultes sur les enfants. Violette Spilbou, il fallait Betaram pour ouvrir cette boîte de Pandore, pour ouvrir les yeux sur ces violences malgré les nombreuses alertes? Il fallait le travail de courage et de libération de la parole de ces victimes de Betaram, qui sont maintenant très nombreuses, au nombre de 250. Il fallait le travail d'investigation des journalistes, d'abord locaux dans le sud-ouest, puis nationaux, qui ont approfondi toute cette omerta et tous ces dysfonctionnements pour les rendre visibles dans la presse nationale. Et il fallait l'initiative de mon collègue Paul Vanier de lancer une commission d'enquête, au départ sur le cas de Betaram, et qui finalement, après un débat apaisé, intéressant, transpartisan au sein de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation, a abouti à la création à l'unanimité de cette commission d'enquête. On le voit, c'est le fait divers qui déclenche la loi, qui déclenche la prise de conscience, Elisabeth Lucet? Oui, en fait, si on revient dans le temps, dès le 19e siècle, en fait, les premières lois sur la maltraitance infantile, elles sont liées à des faits divers et à la mobilisation de l'opinion autour de la figure de l'enfant martyr. C'est la découverte du petit Grégoire battu à mort par son père, qui va pousser les députés à prendre la première loi, donc en 1889, sur l'enfance à protéger, et puis en 1898 sur les sévices et la maltraitance. On peut aussi citer les années 30. Alors là, un autre type de violence, pas la violence familiale, mais la violence institutionnelle, dans les bagnes d'enfants, ces maisons de correction, où de nombreux scandales et de nombreuses morts sont dénoncés par la presse dans les années 1930. Et à chaque fois, en fait, ce sont ces mobilisations de la presse autour de faits divers et la mobilisation de l'opinion qui ont poussé le législateur à agir. Alors on verra si le législateur va agir, on en parlera tout à l'heure dans l'émission. Pour finir ce tour de table, Franck Burbache, je le disais, vous avez été membre de la Ciivise. Est-ce que cet aspect systémique des violences, comme ils sont décrits, ces monstruosités partout en France sur les enfants à l'école, est un élément que vous aviez déjà relevé dans les auditions à la Ciivise? Oui, c'est présent dans le rapport de la Ciivise. Ce qui est assez remarquable d'ailleurs, et ça rendrait optimiste, je ne sais pas, il ne faut pas exagérer. Le chemin va être long, mais quand même, c'est les convergences qu'il y a dans les analyses et dans les préconisations. Ça veut quand même dire qu'on avance. Voilà, moi je tiens à remercier au nom de la Ciivise. Elle a d'ailleurs fait un communiqué de presse aujourd'hui, la représentation nationale et votre commission en particulier. Je dirais c'est très important, et peut-être c'est très important aussi dans une République dont on sait qu'elle est marquée par le poids de l'exécutif, en Ve République, et là le fait que ce soit le législatif qui intervienne et qui prenne en quelque sorte son droit de vigilance. Et je crois que c'est d'autant plus important que par rapport à votre question initiale, est-ce que l'école peut se réformer? Moi j'aurais tendance à répondre oui. Mais le chemin est long et l'école est l'affaire de tous. Et donc si l'école peut se réformer, c'est à condition justement que ce soit dans un travail de réflexion et d'appropriation démocratique des difficultés. Et démocratique, ça veut dire les simples citoyens et citoyennes, ça veut dire aussi les victimes, les associations. Enfin moi, ce que je trouve extrêmement intéressant dans ce processus, aussi bien interne à la Ciivise et puis dans la commission d'enquête aussi, c'est la pluralité des voix. La pluralité des voix des spécialistes, mais aussi la pluralité des voix, ce qu'on pourrait appeler aussi les expertises profanes. La notion est venue d'ailleurs dans les années SIDA. Oui, quand les malades du sida ont été, non pas les médecins des médecins, mais quand ils ont été les partenaires des médecins pour inventer quelque chose qui, dans une situation d'embarras collectif, donc là il faut être lucide, il y a une situation d'embarras collectif, on a laissé filer, on n'a pas fait suffisamment, etc. Et donc ça requiert ce regard partagé. Et quand je dis le regard partagé, j'insisterai beaucoup là-dessus, il faut absolument inclure la parole des jeunes, il faut inclure la parole des élèves. Si on veut que ça réussisse, il faut absolument, jusque dans la manière d'aller inspecter, on en reparlera, il faut que les élèves puissent être présents et que leur parole soit écoutée, qu'ils soient victimes évidemment, mais aussi qu'ils aient
un regard sur l'ensemble du système. Vous parliez du système scolaire, leurs paroles comptent beaucoup. L'école, bien sûr, mais aussi l'État, mais aussi les gouvernements, mais aussi les parents d'élèves. On va voir comment, à chacune de ces étapes, il a été possible, en réalité, de reproduire l'impensable. Vous parliez aussi des expertises profanes. Et je me permets juste de lire 2 extraits de témoignages qui apparaissent dans le rapport. Alain Esquer, encore lui, qui se demande quels adultes serions-nous devenus sans Bétaram. Didier Vincent, du collège Saint-Pierre, lui, qui dit « Enfin, à 61 ans, je vais peut-être réussir à vivre ma vie convenablement ». C'est dire l'ampleur de la dévastation que causent ces violences sur les enfants. Paul Vanier, il y a un autre élément central du rapport, j'aimerais que vous fassiez réagir là-dessus, c'est la loi du silence, c'est l'omerta des adultes. Quel pouvait être l'intérêt des adultes et des parents d'élèves à camoufler des actes qui étaient des actes tournés d'abord contre leurs propres enfants? C'est une question à laquelle il est très difficile de répondre parce que elle nous place devant des paradoxes très profonds, devant des parents d'élèves qui, souvent, ont choisi des établissements à la dure, qui ont choisi des établissements parce qu'ils attendaient qu'on y saisisse leurs enfants pour les redresser, peut-être pour les dresser d'ailleurs, et qui, ayant ce désir, en même temps, sans doute, découvraient que ces violences, dans leur réalité, pouvaient conduire à des drames et à des dévastations. Et on l'a vu quand nous avons saisi à Bétaram, dans les archives, des courriers, des écrits, des comptes rendus de conseil d'administration et qu'on lit des témoignages de parents d'élèves. On les voit, on les lit décrire de véritables lynchages, des lynchages d'enfants, de leurs enfants, et en même temps, on les voit tenter de tout faire pour préserver la réputation de l'établissement. Et là, peut-être qu'il y a un début d'explication, préserver la réputation d'un établissement, notamment de ces établissements privés sous contrat, qui, justement, autour de cet enjeu réputationnel, vont capter une clientèle scolaire, vont exister en tant qu'établissement scolaire. C'est une première explication. Et puis, il y a des huis clos dans lesquels les parents jouent là encore un rôle, et dans ces établissements privés sous contrat, ces huis clos sont confortés par l'absence de pluralisme dans la représentation des parents. Il n'y a qu'une fédération de parents d'élèves, l'APEL, qui vit dans ces établissements, et une des recommandations que nous faisons d'ailleurs, c'est de permettre un pluralisme pour qu'il y ait des regards distincts, différents, divers dans ces établissements, et pour pouvoir briser cette omerta qui tient aussi à la sacralité, à l'autorité, qui tient à des tutelles de chefs d'établissement plus forte dans ce type d'établissement sur les personnels, avec pour les personnels la crainte de représailles, de sanctions. Et puis je dois dire, pour sortir de cet échelon, si j'ose dire, local, je crois qu'il y a une explication aussi qui est au sommet de l'État, celle d'un pouvoir politique, de ministres successifs qui, pendant des décennies, parce que terrifiés, pétrifiés à l'idée d'être accusés de vouloir ouvrir la fameuse guerre scolaire, ont renoncé à des prérogatives de contrôle, n'ont pas regardé du côté de ces 7500 établissements privés sous contrat, et ont laissé donc, dans cette absence de contrôle, des crimes être perpétrés. Et on va revenir bien évidemment sur le rapport entre l'État et l'enseignement privé, et sur les responsabilités politiques éventuelles. Elisabeth Lucet, vous souhaitiez réagir peut-être sur le mythe de cette éducation à la dure? Oui, alors on parlait d'impensable, je pense qu'il faut aussi parler d'impensé, c'est-à-dire que les châtiments corporels, pour me cantonner aux châtiments corporels, pendant très longtemps, n'étaient pas considérés comme des violences. En fait, ce qui était sanctionné, c'était l'abus de correction, donc le fait d'infliger des blessures trop grandes, de ne pas frapper sur les mauvaises parties du corps, d'user d'instruments qui ne sont pas des instruments de correction, comme le martinet, la main, mais d'armes contondantes. Et donc, ce qui était sanctionné, c'était vraiment l'abus et l'excès, sans que ce seuil entre la violence acceptable et celle qui est illégitime ne soit interrogé. Alors, pourquoi est-ce que... Et en fait, c'est assez récemment... Mais les châtiments corporels sont interdits. Oui. Alors, ils sont interdits dans les écoles depuis le 19e siècle, mais il n'y a pas que la loi. Il y a aussi la tolérance que la société, que le législateur, que les autorités ont vis-à-vis de ce type de comportement. Et pendant très longtemps, en fait, les châtiments n'étaient pas considérés comme des violences. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on considérait que les détenteurs de l'autorité ont un pouvoir de correction sur les êtres soumis à leur autorité, à savoir les enfants ou le maître vis-à-vis de ses élèves. Et ces violences, elles étaient légitimées à la fois par la société, les autorités politiques et ecclésiastiques, parce que le but de cette violence, c'est une violence qui était qualifiée d'acceptable et même de souhaitable, parce qu'il s'agissait d'inculquer les normes de bon comportement. Et donc on avait un partage des rôles avec d'un côté la famille, le
père de famille, enfin le pater familias, qui éventuellement délègue ses pouvoirs au maître, et puis de l'autre, l'État, et qui fonctionne de consort. En fait, on élève les enfants à la dure, on leur apprend à devenir de bons enfants, des enfants disciplinés, et ensuite ils deviendront de bons sujets et de bons citoyens. Et c'est cette légitimation de la culture de la correction qui explique aussi qu'on n'a pas pu penser les violences qui ont été infligées à ces enfants. On n'a peut-être pas pu entendre ces enfants au moment où ils venaient faire part de ces violences. Jolès Pilbou, ça m'a étonné parce que l'une des recommandations que vous faites est d'inscrire dans le Code de l'éducation l'interdiction de tout châtiment corporel ou traitement humiliant à l'égard des enfants. Est-ce que ça voudrait dire qu'il n'est pas encore interdit dans le Code de l'éducation d'effectuer des châtiments corporels ou des traitements humiliants sur des enfants? Effectivement, ce n'est pas écrit et il nous a semblé très important que ça le soit. D'abord pour la reconnaissance des victimes passées et pour la protection des potentielles victimes futures. Et pour réagir à ce qui vient d'être dit sur ces châtiments corporels, on s'est rendu compte dans l'ensemble des témoignages à quel point finalement dans ces systèmes clos qu'étaient ces établissements, souvent un peu reculés de la ville, loin des familles, avec des internats, avec un système très fermé, il y avait tout un continuum de violence, c'est-à-dire d'abord des humiliations psychologiques, venir devant la classe sur une estrade, être soit déshabillé, soit humilié devant tout le monde ou mis à genoux, puis des châtiments corporels, et tout cela derrière, la nuit, dans l'internat, dans les douches, comme ça vient d'être dit par Alain Esquer, des attouchements, des agressions sexuelles et des viols. Et je crois que les parents, pour une grande partie, vers qui l'enfant se tournait en lui disant « j'ai fugué » ou alors qu'il fuguait ou qui venait se plaindre des violences, les parents remettaient l'enfant après le week-end en disant de toute façon c'est que tu l'as bien mérité, tu dois être un bon enfant, sans certainement imaginer à quel point ces humiliations étaient répétées d'une violence rare, voire même dans certains autres établissements comme au village de Riaumont, c'était des travaux forcés la nuit, de l'esclavage d'enfants. Il y a cette sorte de légitimation d'une certaine violence a certainement enfoui très loin une violence systématique encore plus profonde qu'est les violences sexuelles, et notamment dans les internats, et qui ne sort que tardivement. Parfois, des victimes aujourd'hui ont le courage de parler parce que leurs parents sont déjà décédés et qu'ils osent le faire pour ne pas les culpabiliser. Donc, protéger les élèves, c'est l'un des axes des recommandations que vous portez dans le rapport. Alors il y a plusieurs choses: assurer un suivi rigoureux des sanctions, contrôler les personnels, subventionner les associations qui luttent contre ces violences, permettre la reconnaissance de plusieurs associations d'élèves, on en parlait, renforcer la formation des personnels, j'en passe, renforcer les services sociaux dans l'enseignement privé, déployer une plateforme Signaléduc. Franck Bourbage, qu'est-ce qui a déjà été fait en la matière et que manque-t-il aujourd'hui à l'école pour créer cette culture de la vigilance? Ça nous ramène un peu en arrière. Je pense que c'est quand même extrêmement difficile de faire la différence entre l'autorité et le pouvoir. Vous voyez, de se garder de cette bascule. L'école, c'est un lieu d'autorité, mais ça peut tourner justement. Et je pense qu'une des difficultés, c'est d'articuler la prise en compte de ces cas les plus dramatiques, les plus horribles. Effectivement, là, on parle de châtiment corporel, etc. Mais c'est très difficile pour l'institution de réfléchir, je dirais, sur elle-même et sur sa capacité à produire de la violence, je dirais, y compris, et c'est peut-être le plus compliqué, mais là aussi, il faut être lucide, dans des cas qui ne sont pas des cas extrêmes. Moi, je ne voudrais pas, si vous voulez, que toute l'attention se reporte sur les cas les plus monstrueux. Il y en a. Mais il y a aussi quelque chose qui est peut-être, vous voyez, à bas bruit, qui a à voir avec, par exemple, ce qu'on peut appeler la violence symbolique, qui a à voir aussi avec le fait qu'il y a des chaînes de violence. Des jeunes qui subissent des violences peuvent en produire, mais pas forcément des abominables. Vous voyez, il y a peut-être aussi des dispositifs scolaires qui engendre de la violence. Donc la violence, elle est individuelle, mais elle est aussi systémique. Donc ça demande, ce qui est compliqué, c'est que ça demande un regard global, si on veut pouvoir véritablement non seulement rebaigner, mais aussi prévenir. Dans les préconisations qui sont faites, qui croisent d'ailleurs certaines qui étaient faites par la Civise, une signalisation sur le modèle du sport.
Ça va dans le bon sens, à condition qu'on puisse mettre ça en cohérence. C'est-à-dire ce que vous pouvez être plus explicite sport, pour nos auditrices et auditeurs. Il y a dans les préconisations de la commission d'enquête, si je ne me trompe, le fait qu'on pourrait... Alors, il y a deux choses, mais ça, c'était déjà la volonté de la ministre. Le fait que le dispositif fait établissement va être étendu aux établissements privés sous contrat. C'est le fait qu'un chef d'établissement, mais au fond, les équipes, mais par l'intermédiaire du chef d'établissement, a l'obligation de faire remonter, comme on dit, à l'autorité foyer centrale, enfin ça passe par les académies, mais il faut que ça remonte au ministère, une description, un signalement, la description de violences particulières. De ce qui s'est précisément passé. Ça va être étendu à l'enseignement privé. Est-ce que ça fonctionne ? Est-ce qu'on a beaucoup de remontées aujourd'hui dans les établissements publics grâce à ce dispositif ? Alors, on n'a pas les chiffres. Là, c'est quelque chose, on manque de recul. Mais l'idée, c'est aussi que c'est un dispositif hiérarchique. Et là où la proposition de la Commission est habile, c'est que ça crée justement un autre circuit sur le modèle de ce qui s'est fait dans le sport. C'est-à-dire, il faudra d'ailleurs, on pourrait faire un signalement sans en passer par la voie hiérarchique. Alors je précise, Franck Burbache, que vous faites des gestes en forme de pyramide et en forme circulaire. Il y a une verticale du pouvoir, donc évidemment, sortir de la verticalité pour rentrer dans quelque chose qui serait plus contourner justement la hiérarchie. Et j'ai bien compris. Oui, que Signal Éduc comme Signal Sport. Comme Signal Sport, et ça, on l'avait d'ailleurs demandé dans l'audition de la Civise. Le sport est en avance d'une certaine manière sur cette question. Est-ce qu'aujourd'hui, Paul Vanier, l'enseignement public est armé pour bien recevoir les plaintes ? Non, absolument pas. Et d'ailleurs, probablement qu'ils sous-estiment très largement la réalité de ces violences, parce qu'on a obtenu, nous, une indication de ces faits remontés chaque année par cette application. Je parle uniquement des violences commises par des adultes ayant autorité sur des élèves. Ce serait 1200 à 1500 faits de violence. C'est probablement extrêmement sous-estimé. Je renvoie aux estimations de la Civise ou de la SIAZ eu égard à ces phénomènes. Et cette application, en effet, elle est aujourd'hui insuffisante, car le chef d'établissement peut constituer un filtre et donc ne pas transmettre au niveau supérieur, et parce qu'il y a plusieurs canaux différents, distincts et mal connus, mal appropriés. Il y a le 119 qui est davantage saisi en principe par les enfants, par les familles. Il y a une confusion entre des obligations qui sont faites à tous les fonctionnaires, celle de saisir notamment le procureur de la République au titre de l'article 40, dès lors qu'on a connaissance d'un délit ou d'un crime. Il y a des hésitations sur le fait de savoir à qui transmettre le signalement, l'information d'une violence, et parfois c'est aux conseils départementaux, par l'intermédiaire des CRIP, que des éléments sont signalés, alors que ces conseils départementaux n'ont la charge que des violences intrafamiliales. Cette proposition de Signal Éduc, donc, c'est une cellule nationale centralisée vers laquelle remonteraient par tous ces canaux tous ces signalements, et une cellule composée d'inspecteurs, de magistrats, de victimes aussi. Et c'est important pour nous que cette expertise-là des victimes vive à cet endroit-là, et une cellule disposant de moyens d'action. Non seulement la garantie du suivi de ces signalements, de leur transmission éventuellement à la justice, du retour à ceux qui ont signalé les violences, et la capacité pour cette cellule à saisir des corps d'inspection. L'inspection générale, des corps d'inspection académiques, pour diligenter, là où des signalements convergent, des enquêtes administratives dans des établissements où tout indique qu'il y a des dysfonctionnements extrêmement graves. Comment est-ce qu'on peut expliquer, alors là, vous rappeliez à l'instant, Franck Burbache, que le fait établissement était obligatoire dans l'enseignement public et pas dans le privé. Comment est-ce qu'il y a cette deux poids, deux mesures, cette double vitesse entre le privé et le public ? Rapidement, Violette Spilbou, et puis vous peut-être, Elisabeth Lucet. D'abord, on a constaté lors de notre premier contrôle sur place et sur pièce au ministère de l'Éducation nationale que ce projet d'extension du logiciel fait établissement aux établissements privés sous contrat était dans les cartons depuis 5 ou 6 ans, et que la lenteur, les réunions multiples sur la faisabilité potentielle ont fait que ce n'était pas le cas, et que dès que... Vous n'avez vu que des défaillances administratives. Oui, mais en tout cas, c'est un premier sujet, et en tout cas, dès qu'on a mis le doigt sur ce sujet, quelques jours après, je crois 4 jours après, la ministre de l'Éducation nationale a annoncé le déploiement de fait établissement, et le décret est sorti assez tardivement, mais il y a quelques semaines, pour que ce soit le cas. On sent derrière cela la réalité de ce qu'était, j'ai envie de dire était, la relation entre le secrétariat général à l'enseignement catholique et le ministère de l'Éducation nationale, qui, jusqu'à présent, ne souhaitait pas être
inclus dans les mécanismes de contrôle de l'État qui sont pourtant inscrits dans le Code de l'éducation, et notamment le contrôle sur la vie scolaire, les internats, la cantine, les moments du temps périscolaire. Et il y a là eu une résistance qui s'est illustrée à travers une lettre en novembre 2024 du secrétaire général à l'enseignement catholique au ministre de l'Éducation, qui montre que il y avait un souhait de ne pas mettre en place tous ces dispositifs dans le privé. On voit qu'en quelques mois, la force de la commission d'enquête, on a parlé de la médiatisation de l'affaire de départ, mais la force de la commission d'enquête, le fait que ce soit des parlementaires opposés dans les partis politiques, mais ensemble sur cette cause, ont fait que beaucoup de verrous ont sauté et ont permis et continuent de permettre à ce que les choses évoluent un peu plus vite que ce n'a été le cas. Elisabeth Lucet. Oui, alors je pense qu'il faut aussi prendre en compte le fait qu'on est dans un moment où on peut investiguer aussi sur la question des violences dans les milieux scolaires catholiques grâce aux travaux donc, de la Civis, mais surtout aussi de la SIAZ, qui a montré que derrière la famille, les institutions catholiques étaient le deuxième lieu où étaient commis des abus sexuels. Et alors moi, je ne suis pas spécialisée. Je précise, si on parle de l'enseignement privé catholique, c'est parce que c'est 96% de l'enseignement privé. Peut-être. Et pourquoi alors et pour revenir à la question de savoir pourquoi ce seraient des lieux qui seraient plus propices à ce type de violence, donc là encore, je m'appuie sur les travaux de la SIAZ, c'est à la fois un rapport à la culture de l'obéissance et à des enseignants qui sont souvent des prêtres, avec une figure ça a été dit, une figure qui est sacralisée et qui rend beaucoup plus difficile pour celui qui est victime et pour ses parents qui sont à la fois donc des parents, des élèves, mais aussi des fidèles dans une foi catholique, de remettre en cause le magistère du prêtre et sa sacralisation qui est une lente construction depuis le Moyen-Âge. Et puis par ailleurs, il y a aussi le fait que donc, ces prêtres, ils sont très peu contrôlés. On a un adulte qui est mis en présence de plein d'enfants, à la fois à l'école, mais aussi à l'internat. C'est-à-dire c'est une présence sur 24 heures, avec une coexistence, une cohabitation perpétuelle qui rend sans doute plus facile les abus. Franck Burbage, rapidement, s'il vous plaît. J'attire votre attention là, sur une difficulté. C'est-à-dire que une fois que les choses sont signalées, il faut savoir comment elles sont prises en charge. Et il faut faire attention aussi à ne pas trop demander aux établissements. Je pense que là, les chemins bifurquent. En tout cas, l'idée qu'on pratique à la Civis et qu'on valorise, c'est qu'il faut compter sur un partenariat des institutions vraiment bien installées. Et par exemple, vous, en tant qu'ancien inspecteur, on ne va pas non plus demander, par exemple, au chef d'établissement ou à une équipe pédagogique de tout faire. Et notamment, ce qui est extrêmement délicat, c'est le recueil de la parole des enfants victimes. Et ça demande un régime de spécialité. Et donc, mon inquiétude, si vous voulez, c'est que tout d'un coup, l'établissement scolaire doivent tout faire. Et donc là, il faut être très attentif à ce que police, justice, vous voyez, tout ce qui est le pôle infirmière scolaire, mais aussi psychologue, puisse prendre sa part, mais aussi qu'on ait un régime de complémentarité institutionnelle qui fasse que l'établissement scolaire puisse compter sur une chaîne de responsabilité avec les compétences professionnelles requises. Par exemple, recueillir la parole, moi, je n'en suis pas capable. Et même une infirmière scolaire, sauf si elle a une spécialisation à mettre en place. Mais il faut donc être extrêmement attentif. Et je crois que les chefs d'établissement s'en sont émus un peu l'autre jour en disant « ça va encore retomber sur nos épaules et sur l'épaule de tous ». Donc il faut plutôt jouer. Or, dans notre pays, on sait bien que les services psychologiques de psychiatrie, depuis des années, ils demandent des moyens, et qu'ils ne les ont pas et qu'ils nous alertent, alors que c'est eux la compétence pour ces affaires. Paul Vanier, en un seul mot, est-ce que vous avez chiffré ces recommandations ? Parce qu'évidemment, tout ce qu'est en train de décrire Franck Burbage, et vous avez tous acquiescé de la tête, coûte énormément d'argent. Pas tant que ça. Pas tant que ça, notamment parce que dans le budget... qui n'est pas voté, vous le savez, mais dans le budget, il y a des lignes de crédit sur la médecine scolaire. Simplement, on ne parvient pas aujourd'hui à recruter des médecins scolaires, des psychologues de l'éducation nationale, des infirmiers scolaires. Il y a une attention particulière dans le rapport aussi aux services sociaux en faveur des élèves. Ce sont eux, les personnels formés pour recueillir cette parole, qui peuvent appuyer d'autres personnels de l'éducation nationale. Et aujourd'hui, ils sont à ce point... insuffisamment nombreux que dans le premier degré, par exemple. Leurs interventions sont absolument exceptionnelles. Donc nous faisons face à des déserts médicaux, à des déserts de présence humaine et de personnel formé et qualifié. Évidemment, il y a une question de moyens, même si beaucoup de nos recommandations pourraient aussi être rapidement mises en œuvre sans moyens considérables en vérité. Et à des déserts de silence. France Culture,
Question du soir. Matteo Caranta. 18h44, vous êtes bien à l'écoute de France Culture. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h pour une émission consacrée ce soir aux violences en milieu scolaire avec Franck Burbage, ancien inspecteur général, membre de la Civise, Elisabeth Lucet, historienne, chercheuse au CNRS, et les deux rapporteurs de ce rapport, Paul Vannier, député La France Insoumise du Val d'Oise, et Violette Spilbou, députée Ensemble du Nord. Alors, 16 recommandations sur les 50 recommandations concernent les inspections. C'est près d'un tiers des recommandations. Est-ce que c'est là, dans l'organisation des inspections et la manière dont elles sont menées, que se trouve le nœud des défaillances, Violette Spilbou ? En tout cas, c'est un vrai levier d'évolution qui, lui, ne demande pas beaucoup de moyens financiers, mais qui demande une réforme profonde du contrôle de l'État. Et on est au cœur de l'objet de cette commission d'enquête, trouver les solutions à la défaillance de l'État pour protéger des élèves dans le public comme dans le privé. Et donc, ce que l'on propose à travers ces recommandations, c'est une inspection générale et des inspecteurs d'académie qui, d'abord, soient formés à intervenir dans des établissements privés. On demande aussi à ce qu'il y ait la mise en place de ces contrôles dans les établissements privés sous contrat, au minimum tous les 5 ans, et dans les internats de façon plus fréquente, parce que ces contrôles, ils existent déjà régulièrement dans les établissements publics, et ils existent aussi fréquemment dans les établissements privés hors contrat. Et puis on propose... Ils ne sont pas fréquents dans les établissements privés sous contrat. Il y en a eu 12 sur les 5 dernières années sur 7000 établissements. Donc ils n'existaient pas. Donc c'est une refonte profonde et c'est aussi inscrire le sujet du climat scolaire et du périscolaire dans le champ, dans le périmètre d'action de ces inspecteurs. Et puis enfin, c'est donner des moyens d'autosaisine à ces inspecteurs lorsque, par exemple, il y a dans la presse locale, on a parlé de la presse tout à l'heure, un signalement, une révélation de faits délictueux envers des enfants par des parents d'élèves, par exemple, eh bien, l'inspection doit pouvoir s'autosaisir, aller immédiatement dans cet établissement, aller interroger de façon inopinée des élèves qu'ils choisissent. Et donc, c'est un changement complet de paradigme pour l'inspection de l'éducation nationale. En tant qu'ancien inspecteur général, Franck Burbage, est-ce que vous validez ces recommandations ? Le corps des inspecteurs a disparu il y a quelques années, je trouve que justement là-dessus, il y a une difficulté très importante. Bon, d'abord, il y a la question de la parole des élèves et de la manière dont on va pouvoir les écouter ou pas. Donc là, il y a une décision, je pense, à prendre qu'il faut écouter les élèves davantage, y compris dans les moments d'inspection. Est-ce que vous, en tant qu'inspecteur, vous avez le droit de vous adresser aux élèves ? Notamment dans ce qu'on appelle les inspections à 360 degrés, il n'y a aucun problème. On peut convoquer des gens, mais n'importe qui peut venir témoigner, etc. Et ça donne des choses extrêmement intéressantes. Vie scolaire, est-ce que la cantine est bonne ? C'est les élèves qui savent. Est-ce que les toilettes sont respectueuses ? C'est les élèves qui savent. Est-ce que la cour d'école est lieu de violence ou pas ? C'est les élèves qui savent. Est-ce qu'il y a des professeurs qui sont violents ? C'est les élèves qui savent. Et je peux vous garantir qu'ils le disent. Mais il y a un autre problème. C'est que dans ce pays, il y a eu récemment une réforme générale voulue par le président de la République avec suppression des corps d'inspection qui ont été transformés en services. Et donc, quand vous dites autosaisine, là, je trouve que votre rapport, pardonnez-moi, mais ne va pas suffisamment loin. Très bien s'autosaisir. Mais quand on n'est plus, justement, je dirais, inspecteur général dans un corps par statut. Dans un corps, c'est-à-dire autonome d'un point de vue administratif. C'est-à-dire nommé à vie, d'une certaine manière, ce qui pose d'autres problèmes, mais si vous voulez, garanti par le statut, inamovible, y compris si vous dites à votre ministre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il peut éventuellement vous placardiser, mais il ne peut pas vous virer. Donc, or, dans ce pays, il y a eu suppression des corps d'inspection, remplacement par un service, avec des nominations qui sont des nominations de faisant fonction, recrutées à moindre coût et pour 5 ans, et à qui on dit peut-être un deuxième mandat de 5 ans si votre manière de servir. Donc comment voulez-vous que dans des conditions comme ça, qui sont des conditions structurelles, il y ait la garantie d'une indépendance profonde ? Donc moi, il me semble que votre rapport pose la question d'une éventuelle réforme de la réforme. Est-ce que la nation France est d'accord
pour que justement il y ait cette transformation. Peut-être qu'il faut y réfléchir, parce qu'on a beaucoup parlé de questions personnelles. Est-ce que l'autosaisine n'est pas une manière de renforcer l'indépendance des inspecteurs? Je me fais le défenseur. Vous faites fonction pour 5 ans. Vous pensez que vous allez vous autosaisir d'une question qui peut-être est une question qui fâche et une question difficile? Vous pensez qu'une chef de service de l'inspection générale, à la différence d'une doyenne de l'ancienne inspection générale, elle a toute liberté? C'est pas là une question personnelle. Le mot service dit les choses et dit la difficulté d'avoir les 2 pieds de l'inspection, loyauté dans l'exécution, liberté dans le conseil. Qu'est-ce qui garantit la liberté dans le conseil si on n'a plus affaire qu'à des services qui sont hiérarchisés? Alors, j'ai cette inquiétude, il y a une actualité qui se rapporte mais à cette personne n'en a. Inquiétude des inspecteurs. C'est le 5 mai, l'inspection générale de l'éducation a été accusée d'avoir édulcoré un rapport sur un lycée parisien très prestigieux, le lycée Stanislas, qui a été nié par la directrice de l'inspection générale. Est-ce que vous entendez ce que dit Franck Burbage, Paul Vanier? Il faudrait donner plus d'indépendance, plus de liberté aux inspecteurs? Bien sûr que je l'entends, et les questions que vous posez, M. Burbage, moi, je les ai posées, notamment à Jean-Michel Blanquer, qui est celui qui a fait cette réforme, parce que notre préoccupation commune est en effet celle de l'indépendance, de l'inspection générale, des corps d'inspection en général. Mais je dois dire que moi, je partage votre diagnostic, mais je dois dire qu'il ne me paraît pas suffisant, car à propos de Stanislas, les inspecteurs généraux qui se sont rendus dans l'établissement, qui ont rendu un rapport très précis, accablant pour l'établissement, sont membres du corps des inspecteurs généraux, ce qui n'a pas empêché la chef de l'inspection générale, qui est aujourd'hui la numéro 2 du ministère de l'Éducation nationale, Madame Caroline Pascal, d'ajouter, sans leur accord, mais en leur nom, un paragraphe à la lettre de transmission de ce rapport. Elle est importante, cette lettre de transmission, parce qu'elle vaut conclusion, synthèse officielle, et ce paragraphe de conclusion de la chef de l'inspection générale dit tout le contraire du rapport, dit qu'il n'y a pas d'homophobie, pas de sexisme, pas d'autoritarisme dans cet établissement, alors qu'il y en a de façon accablante, de façon systémique, et avec des conséquences très grandes pour des élèves. Donc oui, nous constatons à travers cette étude de cas que cette inspection générale, la question de son indépendance aujourd'hui est posée, et cette préconisation de l'autosaisine, elle va dans une perspective qui donnerait à des inspecteurs généraux découvrant une situation la capacité, la prérogative d'aller plus loin, d'aller au bout. Je donne un exemple, là encore, autour de Stanislas, une des inspectrices générales souhaitait aborder des enjeux financiers, du fonctionnement financier de cet établissement. Elle n'a pas pu le faire parce qu'elle a été interdite de le faire, et il y avait peut-être là des choses à investiguer justement. Comment est-ce qu'on explique la réticence du politique, la réticence parfois du ministère lorsqu'il s'agit de contrôler les écoles Élisabeth Lucet? Est-ce que cette frilosité-là, elle se retrouve? Est-ce que c'est un fait constant sur les inspections, sur le rapport de l'institution aux violences? Alors, je vais faire une réponse en 2 temps. Alors d'abord, ça s'inscrit dans une querelle qu'on a appelée la guerre scolaire de la loi Savary de 1984, mais ça remonte bien avant. Alors, il faut rappeler peut-être pour les plus jeunes de nos auditrices et de nos auditeurs, c'est que la loi Savary 1984, tentative de fusion entre le privé et le public, si on peut le résumer comme ça, immenses manifestations qui ont mené à la démission du ministre. Voilà, mais en fait, cette question du poids des institutions catholiques, puisque elles sont majoritaires en France sur l'éducation, c'est un héritage de l'Ancien Régime, puisque au XVIIIe siècle, la plupart des enfants sont éduqués par les frères des écoles chrétiennes, etc. Et donc, dans ces écoles, la punition corporelle est légitimée, ne serait-ce que par la Bible. Le proverbe « qui aime bien châtie bien », ça vient directement des proverbes bibliques. En fait, l'idée que la violence est nécessaire à l'éducation. Comment est-ce que le politique s'empare de ces questions-là? Alors, le politique ne s'en empare pas immédiatement parce qu'en fait, il fonctionne main dans la main. On a un partage des rôles entre la sphère privée, la sphère scolaire et puis la sphère étatique. On a l'idée aussi, l'État, pendant très longtemps, a considéré que ces affaires d'éducation relevaient de la sphère intime, privée, et donc ne s'occupaient pas de ce qui se passait dans les familles et ne s'occupaient pas non plus forcément de ce qui passait, des contrats qui étaient passés entre les écoles privées et les parents. Ce qui a changé, c'est à la fois le
regard que portent ces parents, l'abaissement progressif du seuil de tolérance vis-à-vis des violences, on constate que au XXe siècle, les plaintes, elles sont portées envers des enseignants qui ont des comportements abusifs, mais quand les coups ne laissent pas de traces, quand l'enfant ne se plaint pas trop, on considère quand même que la violence est nécessaire à l'inculcation de l'autorité. En fait, on a ce mouvement de balancier constant entre, d'un côté, la protection de l'enfant, mais aussi l'idée que l'autorité, l'ordre public, l'ordre social, passe par le disciplinement des enfants. Et on peut parler très récemment des émeutes de 2023 où le préfet de l'Hérault a déclaré « mais que font ses parents ? De claques et au lit ». Donc la société, elle oscille entre cet impératif de protection des enfants, mais aussi l'idée qu'une société ne fonctionne que si l'autorité est rétablie, existe, et donc si on discipline les enfants. Elisabeth Lucet, je me permets, avant que vous réagissiez, Franck Burbage qui sautille presque sur sa chaise, je me permets de reciter les mots de la présidente de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation, qui parle de la toute-puissance des adultes sur les enfants. On parle aussi d'infantisme, c'est le mot élaboré, érudit pour en parler. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit ? Alors, ce qu'on constate dans les mouvements de bascule, donc à la fois ces châtiments corporels qui n'étaient pas considérés comme des violences et qui désormais sont des violences éducatives ordinaires, mais l'autre mouvement de bascule, c'est le regard porté sur l'enfant, un enfant qui a très longtemps été considéré comme un être de pulsion, déraisonnable, dont il faut extirper les passions et qu'il faut discipliner, à un enfant qu'il faut protéger. Et les droits de l'enfant, la Convention internationale des droits de l'homme, c'est seulement 1989, l'idée que les parents, que les institutions ont plus des devoirs vis-à-vis des enfants que des droits. Alors Franck Burbage, vous n'êtes pas un enfant et je n'ai pas à vous discipliner, donc la parole est à vous. Merci. Moi je pense qu'il y a le politique en fait s'en occupe, mais il s'en occupe souvent aussi en dépolitisant la question, en l'individualisant. Si on fait une visite médicale pour les enfants de 6 ans pour voir s'ils sont dans les clous de la santé mentale, est-ce que, par ailleurs, on n'est pas en train d'oublier qu'il y a des questions dans la famille, c'est des questions institutionnelles, il y a des questions dans l'école qui sont des questions systémiques. Donc moi, je m'inquiète, si vous voulez, de quelque chose qui pourrait être une solution un peu de facilité, c'est-à-dire qu'on va reporter sur les enfants, et sur les enfants même tout jeunes, l'exigence, vous voyez, d'une espèce de se bien tenir, de se bien comporter. Et donc là, il faut quand même faire attention à ce qui serait une sorte de médicalisation, de pathologisation des choses, au détriment justement de quelque chose comme une réflexion politique plus large sur la violence des institutions et la manière de la juguler, notamment autour de la notion de santé mentale. Il y a des débats très profonds, très âpres dans les professions psychiatriques et il ne faudrait pas qu'on aille trop vite pour choisir une solution qui ne soit pas la meilleure. Il y a un nom qui n'a pas été cité dans cette émission, c'est celui de notre Premier ministre François Bayrou, ministre de l'Éducation nationale de 1993 à 1997, président du Conseil général des Pyrénées-Atlantiques, mis en cause dans l'affaire Betaram à plusieurs niveaux. Quel est l'accompagnement du gouvernement ? Je m'adresse à vous deux, peut-être vous en tant que membre de la majorité. Quel est l'accueil du rapport qui a été fait par Elisabeth Borne ? Elle a eu des mots pas forcément gentils, on va dire, vis-à-vis du travail effectué pendant la commission d'enquête. Comment est-ce que ça s'articule ? Vous parliez tout à l'heure de vouloir transformer ce rapport en projet de loi. Quelle est la perspective concrète, législative que vous attendez de ce rapport ? D'abord, je crois que le travail que nous faisons avec beaucoup d'intégrité, d'engagement depuis 4 mois avec Paul Vannier ne souffre pas des critiques des uns et des autres. On a à chaque fois que l'on avance la souffrance des victimes en tête et rien ne nous arrête pour que non seulement ces recommandations soient challengées, y compris par des experts, comme on les a aujourd'hui autour de la table, et qu'elles puissent être rapidement, majoritairement mises en œuvre par l'Assemblée nationale et par l'exécutif. Ça veut dire que dès le début de la commission d'enquête, on a vu d'abord que le gouvernement a réagi en mettant en place un plan, brisant le silence, des questionnaires sur les vacances scolaires, sur les sorties, et puis que le secrétariat général à l'enseignement catholique aussi a annoncé un certain nombre de mesures. Donc on voit qu'il y a un mouvement qui est en train de s'engager. Nous, notre devoir, c'est de se mettre à disposition de l'exécutif pour que nous puissions travailler ensemble les recommandations et leur mise en œuvre, et d'être vigilants
bilan à toutes les déclarations des uns et des autres pour suivre cela à l'Assemblée nationale et faire en sorte que les promesses soient tenues. Eh bien, nous le suivrons sur France Culture et je me permets, avant de vous quitter, de recommander un livre, une enquête, Tableau noir, de la journaliste Aude Loriot, qui fait la lumière sur un autre type de violence, celle-ci plus taboue encore peut-être, c'est la violence sexuelle exercée entre enfants, notamment à l'école. Merci à vous quatre d'être venus parler de ce rapport de la violence en milieu scolaire. Elisabeth Lucet, historienne chargée de recherche au CNRS, Franck Burbage, ancien inspecteur général, Violette Spilbou, députée Ensemble du Nord, et Paul Vanier, député La France Insoumise du Val d'Oise. Merci beaucoup d'être venu dans cette émission. Quant à nous, on se retrouve demain pour une autre émission qui portera sur l'Iran. Y a-t-il une alternative crédible à la République islamique ?